Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Musique Maestro avec une formidable association qui œuvre depuis 15 ans pour faire découvrir, plus de 15 ans d'ailleurs, pour faire découvrir et pratiquer la musique là où elle se diffuse peu ou pas assez. Il s'agit des concerts de poche. Sonia Deleuze en est la directrice générale, elle est l'invitée du Grand Oral dans quelques secondes. L'Anti-Sèche des Maguessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes Actu Anniversaire, celui de la disparition d'un immense écrivain omniprésent dans les programmes de français, Albert Camus. L'heure de la récré, toujours avec Emma, à qui j'adore demander de fredonner Fly Me to the Moon. Elle n'y coupera pas aujourd'hui puisqu'elle va nous parler de tourisme spatial et qu'on parle des concerts de poche, donc musique plus espace, ça donnera ce résultat. Et puis enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier et son cours particulier. On va s'asseoir ensemble sur le banc de l'amitié. Qu'est-ce que c'est beau! La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Ce sont des concerts uniques, des collisions sociales, collisions musicales dans des lieux parfois insolites. Le public qui découvre pour la première fois les instruments et les œuvres est extraordinaire et très chaleureux. C'est le violoniste Svietlin Roussev qui parle. Et il parle de quoi? Eh bien, d'une formidable association d'éducation artistique et culturelle, les concerts de poche. Sonia Deleuze, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous en êtes la directrice générale, vous êtes l'invité du Grand Oral. On commence par une présentation en images et ensuite, je vous pose plein de questions. Qu'on chante et qu'on fasse une vraie chorale. On vibre tous ensemble quand on fait partie d'un chœur pour sortir un même son et sortir quelque chose de l'ordre de l'union en fait. Et ça, c'est quelque chose qui porte vraiment. Ça nous fait rêver. Ça m'a permis plus personnellement de m'ouvrir aux gens aussi. Je suis quelqu'un d'assez renfermé, je sors assez peu de chez moi. Je m'éclate là-bas et je me sens vraiment bien dans des groupes comme ça. Et le fait de partager ça avec du monde, c'est incroyable. On rencontre des gens incroyables. Voilà, on a posé le cadre, on va évidemment redétailler tout ça. L'histoire des concerts de poche, elle commence en 2005 avec une personnalité assez remarquable, c'est Gisèle Magnan. Absolument, Gisèle Magnan qui était pianiste à ce moment-là et qui jouait dans des grandes salles, des salles de plus en plus grandes. Et elle a coutume de raconter que en fait, les salles étant de plus en plus grandes, elles étaient de plus en plus coupées finalement du public. Et la question se posait à un moment donné de savoir comment pouvoir jouer pour tout le monde, puisque plus les salles deviennent grandes, plus les billets deviennent inaccessibles. Et en fait, elle a eu cette idée folle de proposer un peu autrement des concerts et surtout de les rendre accessibles pour des personnes qui n'y avaient pas accès d'ordinaire et de pouvoir au maximum jouer devant tout type de public. Et sachant que ce n'est pas qu'un problème d'argent, on en a déjà parlé d'ailleurs dans la quotidienne, il y a une distance symbolique avec la salle de concert, c'est ça aussi la grande salle. Absolument, une illégitimité en fait pour beaucoup de gens à y aller, puis le fait même de ne pas connaître en fait la musique, donc pour y aller il faut connaître. Et donc elle s'est lancée dans ce projet un peu fou en parallèle de sa carrière de pianiste, et puis elle a commencé tout petit avec son piano. D'où l'idée du concert de poche, exactement, c'est le petit concert. Poche, et puis ce qui est dans la poche, c'est aussi quelque chose qu'on emporte un peu partout, et c'est exactement ça qui s'est passé. Alors vous l'emportez un peu partout en France parce que vous êtes dans 10 régions. Effectivement, nous rayonnons sur beaucoup de territoires. En fait, nous avons, au départ, ça s'est développé à Férissi, donc un petit village, le village de 77, exactement, en Seine-et-Marne. Et puis ensuite, peu à peu, nous avons ouvert différents bureaux, donc en Occitanie, à Toulouse, à Lille, à Reims, Cornas, en Ardèche, sud de Valence, exactement. Et l'idée, c'est vraiment de rayonner dans les territoires autour, puisque nous créons justement des projets musicaux, alors exclusivement musique lyrique, jazz et classique, alors avec une grande dominante de musique classique. Et l'idée, c'est d'emmener cette musique-là dans les campagnes, dans les quartiers prioritaires, dans les zones souvent dans lesquelles il n'y a pas d'offres culturelles de ce type-là. Et puis créer du lien social, donc. Exactement. L'idée, c'est vraiment que cette musique classique, ces concerts et ces ateliers qui sont totalement indissociables, puissent bénéficier à tout le monde et créer du lien
entre les gens. Avec des choix de répertoire qui, on l'entend dans la petite présentation, voilà, quand on a cette air avec le glockenspiel dans la flûte enchantée, les gens ne sont pas forcément capables de dire c'est Mozart, c'est la flûte enchantée, mais en fait on l'a déjà entendu dans un film, dans une série, dans une pub. En fait, ça réunit aussi pas mal de monde en cassant les barrières, avec quand même un principe très très important. Il y a les concerts, mais vous dites pas de concert sans atelier, pas d'atelier sans concert. C'est quoi ces ateliers? Absolument, c'est on voit ce que c'est. Notre leitmotiv. Alors nos ateliers, en fait, c'est vraiment une institution au concert de poche. Ils sont toujours réalisés en amont des concerts et nous les co-construisons avec les territoires. Et ça, c'est un principe vraiment fondateur des concerts de poche, c'est la co-construction. Il n'y a aucun projet qui est déjà établi. On le fait sur mesure, en fait, en fonction des besoins d'un territoire. Et là, donc ça peut être une chorale, ça absolument, peut être... ça peut être une chorale, ça peut être un atelier de construction d'un instrument, par exemple des ateliers de lutherie. On peut avoir des ateliers de percussion corporelle, de percussion. On avait accueilli cette Nelly Guillermans qui a fait un body tap extraordinaire pendant le confinement avec ses élèves. Et ben c'est tout à fait ça. Et là, je viens d'assister à une restitution justement de percussion corporelle. Donc ça peut être très très varié et avec des ateliers ouverts à tous les âges. Et là, ce qui nous intéresse en particulier, beaucoup d'enfants. On a plus de 65% des projets pour la jeunesse. Et côté concert, des artistes extraordinaires qui vous accompagnent. On en parlera juste après l'Anti-Sèche, si vous voulez bien. Les concerts de poche, association fondée donc en 2005, reconnue d'utilité publique. Elle a été aussi labellisée La France s'engage. Elle est conventionnée avec des ministères, soutenue par plein de gens sympas. Sonia Deleuze en est la directrice générale. On la retrouve après l'Anti-Sèche d'Emma. Cri du cœur. Ouais, c'est génial. C'est génial, oui. Eh ben ouais, mais c'est génial. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ça va être génial ce que vous allez nous raconter. Mais bien sûr. Mais ça commence quand même mal, puisqu'on est à 4 janvier et que l'occasion, c'est la mort accidentelle d'Albert Camus. Vous lui consacrez votre Anti-Sèche. Albert Camus, un incontournable des programmes scolaires. Oui, qui a marqué le XXe siècle, mort très jeune, vous l'avez dit, à l'âge de 46 ans, dans un accident de voiture, écrivain de La liberté des libertés, qui a su raconter le siècle des totalitarismes, souvent par l'absurde d'ailleurs, notamment dans ses pièces de théâtre. Comment vivre et avoir de l'espoir à une époque où l'on prive de liberté? Cette question a toujours été au cœur de son œuvre. Alors, Albert Camus, né à Alger en 1913, dans un milieu très populaire. Sa mère, elle est illettrée, sourde. Son père meurt à la guerre de 14-18. Rien ne le destine à devenir écrivain. Et pourtant, et c'est toujours ça qui est beau, c'est que tout peut naître grâce à l'école. Et c'est son instituteur qui lui donne le goût pour la littérature. Louis Germain, qui va écrire une lettre extraordinaire. Et ce goût de la littérature ne le quitte jamais. Albert Camus écrit des chefs-d'œuvre qu'on fait étudier aux élèves en classe. Oui, j'ai trouvé du Albert Camus dans absolument tous les manuels de français et de littérature que j'ai feuilletés. On fait beaucoup lire L'étranger, bien sûr, qui commence avec l'une des premières phrases les plus connues de la littérature. Aujourd'hui, maman est morte. Ou hier, je ne sais pas. L'histoire d'un homme, Meursault, que l'on suit de l'annonce du décès de sa mère, donc jusqu'à sa condamnation pour homicide 1 an plus tard. Il y a également toutes ses pièces de théâtre, Caligula, Les Justes. Dans toutes ses œuvres, Camus évoque à chaque fois des sujets très sérieux, mais sous le prisme, je vous le disais, de l'absurde, l'absurdité de l'existence et de la condition humaine. Enfin, il y a La Peste, un autre de ses romans les plus connus, métaphore de ce qu'est le totalitarisme, allégorie de la lutte contre le racisme. Ce qui me permet de faire une transition sur une autre facette d'Albert Camus, c'est son engagement. Habile transition, parce qu'on le sait, il était écrivain, mais également journaliste engagé, résistant, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il a écrit notamment au sein de Combat, journal de la résistance. C'est le premier à dénoncer, par exemple, le bombardement d'Hiroshima. Il est très critiqué également à un moment de sa carrière, notamment lorsqu'il commence à dénoncer les dérives du régime communiste, comme les goulags. C'est considéré comme une rupture avec une partie de la gauche intellectuelle. Ça sera d'ailleurs, entre autres, une des raisons de sa querelle avec Jean-Paul Sartre, avec qui il était ami auparavant. Et alors, il y a un texte que je ne connaissais pas d'Albert Camus, que j'ai trouvé dans un manuel de français de 4e. C'est un cours sur la presse et le travail de journaliste. Et j'ai donc appris qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus s'apprêtait à publier dans un journal un manifeste pour défendre la liberté de la presse, sauf que l'article a été censuré. Et c'est seulement en 2012 que la journaliste du Monde, Macha Seri, retrouve l'article dans des archives et le publie dans Le Monde. Donc je vous le lis. Un journal indépendant donne l'origine de ces informations, aide le public à les évaluer, répudie le bourrage de crâne, supprime les invectives, pallie par des commentaires l'uniformisation des informations et en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces. Cette mesure, si relative qu'elle soit, lui permet du moins de refuser ce qu'aucune force au monde ne pourrait lui faire accepter, servir le mensonge. J'ai trouvé le texte très beau. Absolument, et d'une brûlante actualité. Pour l'ensemble de son œuvre, Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Il prononce d'ailleurs un discours très célèbre où il explique sa vision de la mission d'un artiste. Mais vous vouliez terminer cette chronique en nous parlant de sa vie amoureuse. Mais oui, tout à fait. Parce que, alors,
Albert Camus a été marié toute sa vie avec Francine, mais on lui connaissait des infidélités, et notamment une avec Maria Casares. Des fidélités successives. Voilà, bon. Avec qui, donc Maria Casares, voilà, on va dire ça, avec qui il vit une passion folle. Pendant 15 ans, ils s'écrivent sans cesse. La correspondance finit 5 jours seulement avant la mort de Camus. Et il n'y a pas si longtemps, en 2017, la fille d'Albert Camus a publié cette correspondance. Ça fait partie, je pense, des plus belles lettres d'amour qui existent. Et je termine donc par ces mots d'Albert Camus à Maria Casares. « J'ai pour toi l'infinie patience de l'amour, la furieuse impatience du désir, mais j'ai aussi et désormais une certitude qui est hors du temps et dans laquelle je te rencontre au plus profond de l'être. Je t'embrasse interminablement, Albert. » C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. J'ose même pas dire ce que j'avais envie de lire après. Je vais le faire quand même. Hein, bien parce sûr, qu'on est sur c'est la TV, qu'on parle d'éducation. Sûr. Et c'est aussi la lettre. Il écrivait des lettres merveilleuses à Louis Germain, qui était son instituteur. Et c'est au moment où il vient d'apprendre qu'il a reçu le prix Nobel de littérature. Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, etc. On vient de me faire un bien grand honneur. Donc là, il lui annonce qu'il a eu le Nobel. Et il termine cette lettre en lui disant: quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère, ma première pensée a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Je crois que c'est la lettre que tous les profs de France rêve de recevoir un jour. Ouais, c'est sûr. Allez, pour la nouvelle année, quasiment, on vous l'offre. Merci beaucoup pour ce zoom sur Albert Camus. On retrouve Sonia Deleuze, l'anti-sèche. Le tout, grand oral. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, c'est l'émotion quand il nous tient. Plus de 2000 ateliers musicaux et 125 concerts chaque année. 45 000 participants et spectateurs par an. Ce sont les concerts de poche. Ils amènent la musique dans des lieux et auprès de publics peu familiers de la musique classique ou du jazz ou du lyrique. Sonia en est la directrice générale. Il y a un point extrêmement important. Donc, les ateliers, cette mission de formation qui est au cœur de votre activité. Côté concert, vous avez des... Enfin, je regardais la liste, c'est le who's who des plus grands musiciens français. Pourquoi ils vous font confiance? Qu'est-ce qui les motive à venir jouer dans des petites salles, dans des contextes très particuliers, alors qu'ils sont habitués à la Philharmonie, au Théâtre des Champs-Élysées ou que sais-je? Alors effectivement, je vais rebondir sur un terme que votre chroniqueuse a employé, voilà, Emma, c'est l'engagement. Je pense que nous avons vraiment beaucoup de personnes engagées avec nous et les artistes sont très engagés à nos côtés. Ils sont extrêmement précieux pour nous et c'est vrai qu'on les fait tourner dans des conditions parfois un peu improbables. Et en fait, ce qu'ils apprécient, c'est aussi de venir dans ces lieux de proximité, puisque le principe des concerts de poche, c'est vraiment de jouer dans des salles des fêtes, dans des centres sociaux, dans des gymnases transformés pour l'occasion en plateau. Et c'est vrai que je pense que cette proximité avec le public qu'ils retrouvent, et d'ailleurs c'est ce qu'ils nous disent, hein, c'est comme ça qu'ils témoignent aussi de leur concert avec nous, leur permettent de redonner un sens différent aussi à leur concert, de se reposer leurs questions d'artiste, la place de l'artiste dans notre société, quel rôle ils ont à jouer, comment ils peuvent être au plus près des publics qui touchent, au cœur des classes, quand ils viennent en atelier, au cœur justement des concerts. Et puis il y a toujours un pot de l'amitié à la fin de nos concerts, donc tout le monde est convié et ça permet aussi d'échanger avec eux, de prendre un verre. C'est complètement différent, c'est extrêmement convivial et donc il y a l'engagement dont vous parliez et puis il y a aussi voilà, l'audace et la convivialité, c'est vraiment je crois ce qui caractérise les concerts de poche. Côté atelier, plusieurs catégories d'ateliers, mais beaucoup d'ateliers en direction de la jeunesse. Vous travaillez par exemple beaucoup avec les lycées professionnels. Alors effectivement, on travaille beaucoup avec les lycées professionnels. C'est pour nous assez intéressant de pouvoir proposer un projet complètement différent à ces jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, le projet surprend complètement, puisqu'il est souvent assez décalé par rapport à leur univers, leurs attentes. Et justement, ce qui fonctionne assez bien, c'est ce principe de proximité. Aller au cœur de là où ils sont, donc partir de là où ils sont, avec cette offre un peu décalée, va finalement créer une adhésion assez forte, assez rapidement, notamment à travers les ateliers de chant choral ou de percussion corporelle. Chant, ou alors vous le disiez dans la première partie de l'émission, vous pouvez leur faire fabriquer des trucs, notamment en lutherie, et valoriser ces savoirs, cette intelligence de la main, qui est aussi une intelligence qui produit des objets. Entre l'artisanat et l'artisanat d'art, il n'y a qu'un pas, en fait. Exactement. On va réutiliser des compétences qu'ils ont et on va leur permettre de leur ouvrir complètement leurs horizons sur autre chose à travers des compétences très fortes, techniques qu'ils vont avoir. Et ils peuvent même nous apprendre des choses, voilà, en construisant ces instruments. Et ça permet, en fait,
de mettre leur savoir-faire à profit, mais tout en les ouvrant à autre chose et en leur donnant la possibilité ensuite d'échanger avec les artistes et puis d'aller à ces concerts. Autre axe extrêmement important de diffusion, la formation des enseignants. Alors vous avez beaucoup été sollicité au moment du plan pour les chorales à l'école par le ministère de l'Éducation nationale et notamment pour former des enseignants. Absolument. Alors on a créé en fait de toutes pièces une formation en partenariat avec l'Éducation nationale et avec le soutien d'un de nos grands mécènes, la Fondation Schuler-Bettencourt, pour justement pouvoir former les enseignants en 2 temps. D'une part en les formant collectivement, donc ensemble, et ensuite on avait un chef de chœur, un professionnel qui venait à chaque fois dans les classes alors que les enseignants donnaient justement, continuaient avec leur classe à monter leur chorale. Donc ils venaient dans les classes, poursuivre la formation des enseignants et assister donc à la chorale pour continuer à donner des conseils. Admettons que je suis enseignant, c'est pas une super nouvelle pour l'Éducation nationale, mais on va faire comme si, et que je connais pas du tout la musique. Vous pouvez quelque chose pour moi malgré tout? Alors, on peut pour vous beaucoup de choses, absolument. D'une part, on peut discuter avec vous et puis voir si on peut monter un atelier ensemble, si justement vous êtes dans des territoires dans lesquels nous sommes implantés, et donc ça peut être l'idée de monter un projet ensemble et qui donnera ensuite lieu à un concert. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment où on va monter un projet ensemble, si vous êtes enseignant, c'est que les jeunes de la classe vont ensuite rencontrer d'autres publics. Ça peut être des adultes du centre social d'à côté, d'un EHPAD, puisque le principe, il y a un côté intergénérationnel qui est super sympa. Mais si je ne connais rien en musique, je vais quand même pouvoir les accompagner. Sans aucun problème, vous pouvez absolument y aller. On est vraiment là pour des néophytes. On n'est même pas là pour les amateurs. Tant mieux s'il y a des amateurs, mais on est là vraiment pour les néophytes. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener des gens qui n'ont jamais eu de connaissance de la musique, qui n'ont jamais eu de pratique, à un début de pratique par le chant. La voix, c'est le premier moyen de faire de la musique, mais aussi simplement par l'écoute, une écoute active du concert. Et on a même des ateliers qui vont permettre de vivre une expérience du concert complètement différente grâce à des ateliers de création qui permettent d'entendre des pièces qui seront jouées en concert par la suite. Donc, un enseignant qui ne connaîtrait pas la musique, au contraire, il a tout intérêt à venir avec nous, je dirais. Sonia, j'arrive. Les concerts, il faut que je passe les concours d'enseignement d'abord, ça va être le plus dur. Les concerts de poche créent un renouvellement des pratiques de médiation, ils deviennent une référence. C'est là un conseiller en direction régionale des affaires culturelles qui parle dans un rapport d'impact qui a été mené sur l'action de concerts de poche. On va retrouver Sonia Deleuze après la récré. On va parler de ça aussi, de l'impact social, presque de l'impact politique que peut avoir une activité comme, politique au sens large du terme bien sûr, une activité comme celle des concerts de poche. Pour l'instant, pause récré. Emma. J'ai passé mon concours d'enseignement. Je suis instit en classe de CM2 et j'ai fait une chorale avec la jeune Emma. Nous allons chanter Fly Me to the Moon, enfin surtout vous. Mais oui, c'est vrai qu'on parle de tourisme spatial, c'est pour ça. C'est pour ça. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Je continue. Ouais. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Voilà. Vous pourriez presque Bravo, Vous pourriez presque l'apprendre comme artiste quand même. Oh là là, c'est gentil. Mais oui. Emma, merci beaucoup pour ce petit tour de chant. Le premier de 2023, il y en aura évidemment d'autres. Et effectivement, vous nous parlez de tourisme spatial. C'est pas un tour de chant gratuit. Fly Me to the Moon, tourisme spatial. Voilà. Concert de poche, il y avait un sens, il y a un concept dans cette émission. Tout à fait. Alors oui, parce que vous savez que ça existe déjà, le tourisme spatial. Bon, il faut être très riche. Quand même. Ouais. Parce qu'en avril dernier, SpaceX a envoyé le premier vol habité en direction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, sans aucun astronaute. Donc le coût, 55 millions de dollars pour chaque membre d'équipage. Voilà, c'est pas mal. Et là, en 2023, il y a un milliardaire japonais qui va partir dans l'espace pour un voyage touristique. Il a offert cette expérience à 8 personnes qu'il a invitées. Ensemble, sympa, très sympa. Ensemble, ils vont faire un voyage donc spatial de 6 jours autour de la Lune. Et pour cette mission, ils vont utiliser Starship. C'est la fusée SpaceX la plus puissante jamais construite. Bon, mais est-ce qu'à un horizon raisonnable, il va y avoir un jour des vols dans l'espace accessibles à un public un peu plus large? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle public plus large. D'accord. Plus large et ce qu'on entend par accessible. Ce qui est en train de se développer, en tout cas, ce sont les vols à 30 km au-dessus de la Terre, dans la stratosphère, donc, dans des ballons dirigeables. Pas plus haut. Déjà, ça pollue beaucoup moins de le faire dans la stratosphère. Et ensuite, souvent, ce que souhaitent les gens, c'est d'avoir la chance de pouvoir juste constater que la Terre est ronde. Vous savez, ces images magnifiques qu'on avait vues sur les photos de l'astronaute Thomas Pesquet. Donc, il y a 2 ou 3 platistes qu'on peut vraiment envoyer là-haut pour juste qu'ils arrêtent. Voilà, peut-être aussi. Voilà. Et voilà, et à 30 km d'altitude, c'est possible.
Et le coût ? Alors le coût, voilà, c'est pour ça que je vous dis accessible, 123 000 € par personne. C'est un peu cher pour 6 heures de vol, mais c'est pas 55 millions d'euros quand même. Et ça fonctionne déjà, hein, figurez-vous, premier vol prévu en 2024 et plus de 900 billets vendus déjà. En France, on va développer le concept ? Alors à Toulouse, une entreprise est en train de développer une nouvelle expérience. C'est un vol dans une capsule emportée par un ballon, une sorte de montgolfière, qui pourra aussi aller jusqu'à 35 km d'altitude. Alors la nouveauté, c'est qu'il y aura un balcon sur lequel les touristes pourront se balader en tenue d'astronaute. Et un premier vol pourrait être effectué d'ici 4 ans. Ça vous fait rêver ? Ah, moi j'adorerais. Ah bah faut économiser. Voilà, 123 000, 4 ans. Allez, c'est parti. Emma, merci beaucoup. Sonia Delos, Grand Oral. Des expériences comme celle-là sont absolument indispensables si on ne veut pas que notre musique devienne ce qu'est l'égyptologie aujourd'hui, c'est-à-dire un domaine très passionnant mais qui concerne une infime minorité de personnes. Inquiétude formulée par un des plus grands violonistes français, Augustin Dumay. Et les expériences dont il parle, vous l'aurez deviné, sont celles que proposent les concerts de poche. C'est pas sympa pour les égyptologues, je dis ça au passage, mais c'est vrai qu'en sortie de l'enfance, et on en parle régulièrement dans cette émission, on voit bien ce qu'il veut dire par là. Avant les concerts de poche, vous, Sonia, vous vous occupiez d'une asso qui s'appelle Lecture Jeunesse, toujours la culture, toujours le souci d'aller vers des publics éloignés. Est-ce que la problématique est grosso modo la même ou est-ce qu'avec la musique, il y a une dimension différente ? Alors, comme j'étais dans une association qui s'occupait de livres et lectures pour des adolescents, je dirais que c'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire parler d'égyptologie, on pourrait parler de momification. En réalité, je pense qu'il y a aussi beaucoup de discours et de représentation. En fait, c'est ça le grand point commun que je verrais entre les deux, puisque les adolescents lisent et écrivent bien plus qu'on ne le dit. Et de la même manière, je pense qu'en fait, vous le disiez tout à l'heure, il y a énormément de pièces, d'œuvres de musique classique qu'on connaît sans le savoir. Et en fait, quand on passe ces premiers cap qui intimide, c'est-à-dire le terme même de classique, en fait, musique classique tout de suite qui fait peur, on voit bien qu'il y a une adhésion extrêmement forte en fait des publics qui soient jeunes ou qui soient plus âgés. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de représentation qui est au cœur de ces deux sujets et qu'il faut probablement désacraliser un peu de part et d'autre, aussi bien la lecture que la musique classique, ce que nous faisons au concert de poche. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans ce domaine très large de l'éducation artistique et culturelle? C'est vraiment la question de l'accessibilité, permettre à chacun de bénéficier en fait de ces œuvres, quelles qu'elles soient. Je pense qu'elles permettent à chacun de se construire en fait. Et je relisais en fait récemment, je pense à ça par association d'idées sur votre question, un texte de Jean Genet, le dramaturge Jean Genet, qu'on lit un peu moins aujourd'hui, sur Alberto Giacometti. Et c'est un texte que je trouve très beau, il pose pour Giacometti. Et il explique en fait que ce que Giacometti fait, c'est qu'il sublime en quelque sorte la blessure que chacun a en lui, mais que c'est grâce à l'art, à son art, qu'il la rend sublime et qui rend chacun unique. Et je pense que c'est un peu ça qu'on peut retrouver dans les œuvres en général, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient picturales, qu'elles soient musicales. C'est que chacun peut y trouver ce qu'il a de plus intime en lui-même, mais aussi, c'est en trouvant ça que ça lui permet d'être en lien avec les autres. Et c'est ça l'idée, les concerts de poche, c'est un impact sur chacun, individuellement, mieux se connaître, avoir confiance en lui, et de la même manière, aller vers les autres et pouvoir, à travers ce médium-là, échanger avec les autres. Et Sonia, et ce sera mon dernier point, un impact aussi sur les territoires, puisque quand vous avez fait cette étude d'impact il n'y a pas très longtemps, 2 ans je crois, le cabinet d'études qui s'en est chargé dit qu'il y a un premier effet qui est la contribution à une meilleure équité territoriale. Absolument, c'est un autre impact extrêmement fort des concerts de poche, c'est vraiment des dynamiques territoriales très très fortes, pouvoir dynamiser les territoires, faire en sorte de créer des mobilités entre les communautés de communes, entre les intercos, et c'est aussi créer une offre culturelle là où il n'y a pas de salle implantée. Donc nous, on a un principe d'itinérance justement pour créer ces dynamiques-là. Une équité territoriale, une évolution aussi des formes de médiation, c'est ça qu'apportent les concerts de poche aussi. Et vous amenez vraiment les artistes et les ateliers au public. Absolument. Et non pas essayer de traîner le public vers l'infrastructure culturelle. Mais en faisant le pari aussi que ces publics-là pourront ensuite aller dans les salles et que ça va leur permettre aussi d'avoir envie d'y aller et puis de s'y intéresser parce qu'ils vont savoir ce qu'il y a dedans et que ça va leur donner envie de continuer. Donc en fait, je pense qu'on est un petit maillon de cette chaîne-là et vous disiez tout à l'heure que c'était politique, c'est apolitique bien sûr comme association, je disais mais c'est vrai que c'est tout à fait politique au sens large du terme et on est là pour être un des maillons pour pouvoir donner cette possibilité-là à tout à chacun. Sonia, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va suivre le cours particulier de Marie qui est également très attentive à tout ce genre de dispositifs. Merci beaucoup Emma. Merci à vous. On vous laisse Fly to the Moon. Ouais.
Marie-Olivier, cours particulier. Le cours particulier, Marie-Olivier, exploration des dispositifs pédagogiques en français à l'étranger. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une invention des cours de récré, le banc de l'amitié. Oui, il y a quelques semaines, je vous avais parlé du Petit Baobab en Côte d'Ivoire à Angré-Château, où une classe de primaire avait mis en place ce fameux banc de l'amitié dans leur cours qui s'appelait Initiation à l'entrepreneuriat. C'est ça, le Petit Baobab, si je me souviens de son banc, qui était une école très très inclusive, et donc c'était logique qu'ils mettent en place un banc de l'amitié. Exactement, mais avant de vous expliquer à quoi il sert concrètement ce banc de l'amitié, savez-vous qu'il en essaime un peu partout dans le monde? D'où vient l'idée? Alors en fait, ça reste débattu. L'origine du banc de l'amitié est très débattue sur la toile. Il pourrait s'agir de l'invention d'un certain Christian Buck en 2013, un jeune homme qui devait déménager du Canada en Allemagne pour le travail de son père. Et donc il regardait les écoles avec sa maman et il s'imaginait en tant que nouveau dans l'école le stress, la peur d'être jugé, d'être exclu. Il aurait alors repéré une école où se tenait un banc spécial dans la cour pour les enfants qui se sentaient exclus. Finalement, Christian n'a pas déménagé en Allemagne pour la petite histoire, mais il a décidé d'en créer un en Amérique du Nord. D'accord, donc c'est le banc où s'intègrent les enfants qui se sentent seuls. Oui, je me sens seul, je m'assieds sur le banc. Oui, c'est ça. J'en viens à une autre version de l'origine de ce banc de l'amitié. En 2012, Acacia Woodley, jeune fille américaine, intègre une nouvelle école en Floride. Elle ne connaît personne et elle est moquée par ses nouveaux camarades. On la traitait de tiny, donc un minus, dans la cour. Elle aurait alors décidé de créer un banc de l'amitié pour se faire des amis. Depuis, Acacia a même créé sa propre entreprise, Tiny Girl Big Dream, afin de mettre en place des installations spécifiques similaires sur les cours de récré pour favoriser l'inclusion de tous les enfants à l'école. C'est le buddy bench ou le friendship bench en anglais, yes, c'est ça? Exactement. Bench comme banc et buddy les potes. C'est ça, le banc de l'amitié, le banc des potes, le banc des copains. Un dispositif assez simple finalement qui peut faire des merveilles. Par exemple, je me sens seule à la récré, je m'assois sur le banc de l'amitié dans la cour et d'autres enfants peuvent venir jouer avec moi ou me proposer des activités. D'accord, et ça marche vraiment? Je veux dire, mieux qu'un banc... Et oui, plutôt bien a priori. Ouais, ça a différentes vertus. La première, évidemment, c'est d'inclure tout le monde dans la cour et à l'école. Là, à la récréation, pour les enfants isolés, ça peut vraiment être un moment angoissant ou désagréable. Et même en 2017, il y a eu une étude de chercheurs en sciences de l'éducation qui ont conclu que l'introduction de ce banc de l'amitié sur la cour de récré favorisait les interactions sociales. Un élève sur 5 environ aurait un comportement moins solitaire après l'installation d'un banc de l'amitié sur la cour. D'accord, mais ça requiert aussi que d'autres enfants viennent les voir, qui tendent la main à ceux qui sont tout seuls. Exactement, et là aussi on voit les bienfaits de ce banc. Vous vous souvenez du chercheur Omar Zana dont je vous avais parlé dans une chronique sur l'empathie? C'est là il faut que je dise oui, parce que sinon... oui. Ça marche plus du tout. Évidemment, on parlait de l'empathie. Vous écoutez vraiment bien, Emmanuel, bravo. Eh bien, il cite le banc de l'amitié comme un très bon outil pour éduquer à l'empathie dès le plus jeune âge. En allant chercher les autres sur le banc, les élèves plus à l'aise ou plus extravertis développent leur empathie, et ce, dès le plus jeune âge. Par exemple, au primaire, ils sont donc un peu sensibilisés à faire attention aux autres, etc. Et ça peut aussi prévenir le harcèlement qui a souvent plutôt lieu au collège. Et tout ça renforce le sentiment collectif, le sentiment de communauté. C'est là où on est très nord-américain dans la démarche. Tout à fait, avec l'idée de prendre tout le monde en compte, comme Petit Baobab qui inclut les enfants handicapés, mais aussi les enfants qui se sentent seuls sur la cour. Les bancs de l'amitié se développent partout et sont souvent créés de toutes pièces par les enfants. Donc c'est intéressant, ils les décorent avec beaucoup de couleurs, etc. Regardez par exemple à l'écran à Enfield en Angleterre, à Winchelsea, aussi toujours en Angleterre, à Zanzibar en Tanzanie, en France aussi à l'école Yvonne Moreau dans la Nièvre, où un papa de CM1, CM2 a aidé à réaliser un banc le mois dernier, ou encore à l'école Laval à Antibes, où les enfants ont travaillé à la confection du banc avec les artistes. Il y en a partout. Ah, je ne savais pas, vous saviez ça? Je ne connaissais pas du tout, je trouve ça charmant. Génial, le banc de l'amitié, sympathique. Très sympa. Bon, il faudra faire des concerts de poche autour d'un banc de l'amitié. Mais c'est un peu le principe, quand même. C'est la même idée. Tout à fait le même principe. Marie, merci beaucoup. Merci aussi, Sonia. Les concerts de poche, super association. Vous êtes soutenus par plein de gens très bien. On ne peut pas tous les citer, donc on ne va pas en citer un seul, parce que si on va en oublier, ça va énerver du monde. Mais en revanche, je vous invite vivement à aller sur le site internet des concerts de poche. J'y suis, je ne suis pas en train de faire mes mails. Et vous aurez notamment la liste des concerts. C'est juste, il y en a tout le temps. Il y a 120 concerts par an, donc c'est beaucoup, donc, effectivement, ça beaucoup fait de beaucoup. 13 janvier à Vitry-le-François, dans le Grand Est. À Châtillon-Laborde également le 13 janvier, là on est en Île-de-France, à Avion dans les Hauts-de-France, Thomas Henkel, pianiste formidable, à Opède fin janvier, puis à Mison, enfin voilà, des dates en veux-tu, en voilà, par tous ces grands artistes qui vous accompagnent. Jonathan Fournel, le pianiste en trio, le 27 à Beaumarchais.
Et vous extraordinaire. serez Et à toujours chaque fois, il y a très, très bien des reçus. ateliers avant. Absolument. Voilà. Absolument. Bon, merci beaucoup Sonia, bravo au concert de poche, merci Marie, merci aussi à toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Déborah Rimbaud, Thibaut Goury-Lafont pour le son, à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.